Bonjour, bienvenue au NoTalks édition 2022, sponsorisée par la Fondation Cheikh Mohammed bin Maktoum, en direct de la foire du livre de Francfort en collaboration avec le PNUD de Göteborg. Notre invité, Pierre Khoueiri. Bon après-midi, Pierre. Pierre Khoueiri est professeur adjoint et chercheur principal spécialisé en bioinformatique et génomique. Cette séance est intitulée « Bioinformatique révolutionner les soins de santé ». Je voudrais rappeler notre public pour toute question, postez-la dans la section questions et réponses et je vais relayer votre question à notre invité. Pour toute question technique, notre équipe s'en occupera. Pour l'interprétation, elle est disponible en français et en arabe. Veuillez cliquer sur la balle en bas de l'écran pour choisir votre langue préférée. Pierre, vous allez nous parler de la bioinformatique et comment elle permet aux décideurs de prendre des décisions et comment la bioinformatique permet de collecter des données volumineuses et permet le séquençage unicellulaire. Merci pour cette opportunité et pour votre invitation. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter un sujet très important, bioinformatique. La bioinformatique, instrument pour révolutionner les soins de santé. Je suis ravie que vous ayez choisi ce sujet aujourd'hui, car il s'agit d'une révolution dans le domaine des soins sanitaires grâce à la bioinformatique en fin de compte. Bien sûr, il y a des efforts déployés par toutes les parties prenantes dans ce domaine. Néanmoins, la bioinformatique se tient au cœur de la révolution des soins de santé. Voilà, pour cette raison, nous vous avons invité à ce débat. Cher public, ne vous inquiétez pas de ce sujet, la bioinformatique, car on va apprendre beaucoup de Pierre Khoueiri. Je vais expliquer ce concept de façon vraiment simple et simplifiée. Et je serai ravie à la fin de ma présentation de répondre à toute question, même la question la plus basique. La première diapo pose une question à notre public. Génétiquement, si vous regardez, combien êtes-vous similaires en tant qu'individu, qu'il soit ici ou partout dans le monde? Je vous donnerai 3 à 4 secondes ou même 10 secondes pour répondre à cette question. Vous vous regardez peut-être et que vous voyez beaucoup de différences, différences en termes de taille, en termes de couleur, en termes d'âge. Ça dépend de votre perspective. Mais génétiquement, quelles seraient les similitudes, d'autant plus que les différences sont vraiment minimales? Peut-être que vous n'êtes pas familier avec le sujet de la bioinformatique et de l'ADN. Je vais vous parler beaucoup aujourd'hui de l'ADN qui se tient au cœur de cette révolution des soins de santé. À l'écran, vous voyez le séquençage de l'ADN du génome humain. Prenez n'importe quel tissu du cœur humain. Vous pouvez extraire des cellules et des cellules, vous pouvez extraire l'ADN. Les molécules de l'ADN sont formées par des composantes qu'on appelle adénine, guanine, cytosine, thymine. Voilà les informations de base. Donc, les molécules extraites de l'ADN
Vous pouvez le faire même chez vous. Vous pouvez extraire l'ADN des légumes, par exemple, ou des fruits, et vous extrairez de l'ADN. Et grâce à ces 4 composantes, vous pourriez faire le séquençage en fin de compte. Vous pourriez voir le séquençage de ces molécules dans ces cellules et vous pouvez analyser les données et vous pouvez les transformer en lettres ATAG. Voilà le séquençage de l'ADN du génome humain, là où l'histoire commence. Voilà, vous voyez les types de cellules. Et la question principale pour la bioinformatique est de comprendre le contenu du séquençage. Si vous voyez un puzzle, vous devez bien sûr rassembler les petites pièces pour analyser les petites données et en sortir avec une image plus large à partir des petites pièces ATAG. Voilà pour la première diapo et pour les détails qu'elle contient concernant le séquençage de l'ADN. Brièvement, Pierre, qu'est-ce que ces 4 lettres représentent? A, T, A, G. Vous pouvez voir les différences chimiques dans les différentes composantes. Il s'agit d'un puzzle et vous devez ressembler les pièces. Certaines de ces pièces activent l'ADN et bien sûr, les gènes font partie de l'ADN et je vais vous en parler de cela dans plus de détails. Le séquençage de l'ADN contient des informations sur les gènes, comment les activer pour que les cellules fonctionnent. Le séquençage de l'ADN définit la taille des cellules à partir de l'extraction de tissus et l'analyse des molécules dans ces tissus. J'ai beaucoup de questions à propos de cette diapo. Est-ce que le séquençage de l'ADN diffère d'un individu à l'autre en termes de taille? En termes de taille et en d'autres termes aussi. Bien sûr, nous partageons le même ADN en termes d'ADN, mais il y a des différences minimes d'un individu à l'autre. Mais le génome humain est similaire pour tous les êtres humains. Dans quelle mesure 2 individus sont similaires? 2 êtres humains sont identiques à 99,9% dans leur composition génétique, car on partage tous le même séquençage de l'ADN génétique. 0,1% de variantes génétiques. Dans certaines personnes, on a A, dans d'autres, on a T, dans d'autres, on a C. Il s'agit de différences phénotypiques minimes. On est identique à 99,49% dans notre composition génétique en réponse à votre question. Néanmoins, il y a 0,1% de variantes génétiques. Ces différences sont divisées en 2. Il y a des différences inoffensives, à savoir la majorité. Il s'agit de différences phénotypiques. Il s'agit de différences visibles de l'extérieur. Il s'agit de la taille, de la couleur des yeux, de la peau, des cheveux
Et il y a des différences phénotypiques relatives à la tolérance au lactose et à la caféine. Rien de dangereux. Il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des différences vraiment minimes de nature phénotypique et elles sont inoffensives. Pour la minorité des variantes génétiques, elles sont nocives. Elles sont comme suit et elles causent les maladies, des maladies chroniques et non chroniques comme l'hypercholestérolémie, le diabète et le cancer. Donc, le message est qu'on est identique à 99,9% dans notre composition génotypique et les variantes génétiques sont dues à des différences phénotypiques. Est-ce que l'ADN peut changer avec le temps? Oui, mais ça peut aboutir à des maladies comme le cancer ou le diabète. On appelle ce genre de changement des changements somatiques. Le cancer n'en est qu'un seul exemple. Il y a bien sûr d'autres maladies qui peuvent en résulter à cause de facteurs externes et le cancer pourrait être héréditaire. On peut hériter certaines différences phénotypiques et avec le temps, on peut développer certaines maladies qui ne sont pas héréditaires. Même les changements les plus minimes sont dus à ce genre de composition génétique. Maintenant, la bioinformatique, ce domaine multidisciplinaire qui travaille pour comprendre ces différences phénotypiques. Le but de la bioinformatique est d'identifier les différences et de vérifier si ces différences sont liées et ou non aux maladies. Encore une fois, il faut définir la bioinformatique. On parle des soins de santé. C'est quoi la bioinformatique? Il s'agit d'un domaine multidisciplinaire qui comprend la génétique, la génomique, les sciences cliniques, les mathématiques, les statistiques et parfois la physique. Et la bioinformatique profite de tous ces secteurs pour renforcer la biotechnologie médicale, la biotechnologie animale et agricole, les recherches fondamentales en matière d'évolution, en matière de la génétique des populations et pour renforcer les secteurs scientifiques comme la biologie environnementale et les sciences médico-légales. Il s'agit d'un domaine multidisciplinaire qui aide beaucoup de secteurs et la bioinformatique est une science qui est soutenue par l'informatique, par la gestion de données et par la technologie de l'information. Voilà pour la définition de la bioinformatique en tant que domaine multidisciplinaire. La bioinformatique est un domaine multidisciplinaire dans le cadre des sciences sociales. Comment la bioinformatique est devenue une pierre angulaire des sciences de la vie et de la santé? Il y a beaucoup d'événements qui se sont produits à travers l'histoire de l'évolution des sciences. Et la bioinformatique a joué un rôle vital à cet égard. Regardez la page principale de New York Times, séquençage et annotation du génome humain et regardez bien sûr également
la couverture du magazine Time, Médecine Pernolasie. Dans la période où l'ère post-génomique, il y a une autre révolution, à savoir la médecine personnalisée. La bioinformatique est la pierre angulaire de la révolution des centres de santé. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'ère post-génomique? L'ère génomique est l'ère où on a regardé le génome humain sur une grande échelle, en prendre en considération le génome humain en tant qu'un ensemble pour le comprendre, que ce soit dans le domaine de la médecine et ou des sciences en général. Alors que l'ère post-génomique, elle a commencé après avoir pu séquencer l'ADN. L'ère post-génomique est appelée l'ère de la médecine personnalisée. Et comme ça, on peut comprendre les raisons qui se tiennent derrière l'existence de beaucoup de maladies. La technologie, bien sûr, progresse beaucoup dans ce domaine et je vais en parler ultérieurement. Voilà ce graphe qui pourrait vous paraître très compliqué. Vous avez le bleu et le rouge. Il s'agit des articles qui ont été publiés dans le domaine de la médecine ou dans le domaine de la bioinformatique, de la médecine en rouge et de la bioinformatique en bleu. Vous pouvez voir qu'en 20 ans, depuis 2000, le rôle de la bioinformatique a progressé. Il y a eu beaucoup de publications scientifiques et médicales et l'augmentation est en cours, beaucoup d'articles, beaucoup de publications scientifiques basées sur la bioinformatique. Avant, on n'avait pas la médecine de précision parce qu'on manquait des instruments. Il y avait un manque d'instruments. En 2014, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés concernant les médecines de précision. Et cela a été permis par la progression de la bioinformatique. En vert, vous voyez le séquençage du génome humain. En 2000, le séquençage de l'ADN ou du génome humain a coûté 100 milliards, excusez-moi, 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Mais le coût a régressé après. Avant de parler de cette courbe descendante en vert, je voudrais vous parler de certains événements qui se sont produits en 2004, le premier séquençage du génome humain. En 2001, la découverte, mais en 2004, la publication de cet article irrelatif. Un autre article a été publié en 2008, 4 ans après, pour pouvoir séquencer un autre génome humain. Le premier séquençage a été fait par un consortium de pays, d'instituts comme en Europe, en Australie et dans d'autres pays. Et il y a eu un partenariat privé-public. Et il y a eu beaucoup d'inquiétudes pour l'intervention du secteur privé dans ce domaine. Pour cela, il y a eu
beaucoup de pression politique pour prévenir cela. Mais après, les deux secteurs, public et privé, ont publié le séquençage du génome humain à la même date, au même jour, dans deux revues différentes. Pour le premier séquençage, il a eu lieu à Ghent, en Belgique. 2008, deuxième séquençage. En 2014, 228 000 génomes qui ont été séquencés. 4 ans pour faire le premier séquençage. Et à l'heure actuelle, plus de 500 000 séquençages de génomes et beaucoup de publications et d'articles à cet égard. Qu'est-ce qui s'est produit en 2008? En 2008, on est passé d'un coût très haut de séquençage à un coût plus bas de séquençage. L'objectif est de séquencer le génome humain à 100 $. Qu'est-ce qui s'est produit en 2008? Il y a eu une révolution technologique. À l'heure actuelle, c'est quoi le coût du séquençage? Le coût est en régression. Ça coûte aujourd'hui 1 000 $, mais l'objectif est d'atteindre 100 $ en 2042. Mais aujourd'hui, avec la crise et avec le déficit, ça va se ralentir. Donc, ce qui s'est produit en 2008, c'est l'émergence de nouvelles technologies pour le séquençage du génome humain. On parle de la nouvelle génération de séquençage. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette nouvelle technologie? On a extrait des cellules par le passé. On séquençait des fragments de l'ADN. Disons 300 PB, 300 B type nucléaire, et ça nous prenait un jour pour le faire. Avec la nouvelle technologie, on prend tous ces fragments de l'ADN et au lieu de séquencer un fragment par jour, on peut séquencer tous ces fragments en même temps, ce qu'on appelle séquençage parallèle. Et on fait par jour 3 milliards de PB. Vous pouvez voir dans ce graphe le nombre de génomes séquencés. Grâce à cette nouvelle technologie, on a 1,7 milliard de séquences d'ADN qui ont été publiées à partir de 600 000 séquences d'ADN en l'an 2000. Donc, ce qui explique également ou justifie également la baisse des coûts, car cette nouvelle technologie est plus simple et moins coûteuse. Et toutes ces informations sont disponibles. Il y a la loi de Moore. C'est très important, la loi de Moore, pour la bioinformatique. La loi de Moore, bien sûr, elle explique l'évolution de la puissance de calcul des ordinateurs et de la complexité du matériel informatique. Et la loi de Moore définit cela. Notre capacité ou notre puissance de calcul des ordinateurs ne va pas en parallèle avec la baisse des coûts. On a besoin d'analyser
on a besoin de gérer les informations. Pour cela, l'informatique nous aide avec l'intelligence artificielle et je vais vous en parler après. Donc, on identifie les problèmes de l'ADN grâce à la nouvelle technologie, mais il y a beaucoup de données qui sont tirées et la nouvelle technologie nous aide à analyser toutes ces données en utilisant une nouvelle technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle. Comme on parle aujourd'hui de la bioinformatique dans le domaine de la santé, j'aimerais aborder la révolution dans le domaine des soins de santé. À l'écran, vous pouvez voir la médecine traditionnelle et la médecine de précision. Regardez la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine de précision qui a révolutionné le paysage actuel. Pour la médecine traditionnelle, vous avez un traitement à offrir pour certaines maladies. Mais les réactions des gens sont différentes et c'est ce qu'on voit à gauche. Il y a le même traitement, mais différents effets. Néanmoins, certaines personnes prennent paracétamol à titre d'exemple pour leur maux de tête, mais il n'y a aucun effet. Et chez d'autres, il y a un effet. Et chez d'autres, il y a des effets indésirables. On a le même traitement, mais de différents effets. Regardez la médecine de précision. On séquence l'ADN et il y a des différents traitements, mais qui ont le même effet. Le mode de vie et l'environnement est à prendre en considération, à savoir les habitudes, la diète, le sport, les médicaments. Grâce à la bioinformatique et à la médecine de précision, on a une révolution qui se déroule devant nos yeux. L'idée derrière la médecine de précision est d'utiliser les informations à propos des patients, des informations non seulement relatives au séquençage de l'ADN, mais aussi des informations relatives au mode de vie, à l'environnement, comme les habitudes, fumer ou pas fumer, la diète, le sport, les médicaments. Ce qui impacte, bien sûr, les maladies. Donc, l'idée derrière la médecine de précision est de prendre la séquence d'ADN et d'apporter des réponses différentes par différents traitements. J'ai reçu le message que le son a été coupé pour 1 minute pour un problème technique dû à la coupure d'Internet, peut-être à partir de Francfort. On est de retour maintenant. Voilà pour la médecine de précision. Donc, on prend toutes ces informations en compte. Le séquence de l'ADN, bien sûr, et ça veut dire qu'il y a un grand nombre d'informations. Et voilà où vient l'intelligence artificielle pour tirer des conclusions à partir de l'utilisation de ce grand nombre d'informations et en les analysant de façon parallèle. Voilà la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine de précision à l'heure actuelle. À gauche, vous prenez les métadatas, le style de vie, les habitudes, la diète, le sport, les médicaments, et vous les analysez en parallèle du séquençage. Et on travaille sur les données
L'intelligence artificielle aide en utilisant le deep learning, à savoir ce qui suit. La bioinformatique utilise des approches d'intelligence artificielle sur les big data pour accélérer les découvertes. Elle extrait des caractéristiques, elle les classifie en parallèle avec les données ADN, les données critiques, les métadonnées. Et voilà, l'intelligence artificielle et la bioinformatique révolutionnent le paysage actuel. Bref, la bioinformatique révolutionne les soins de santé par l'utilisation de l'intelligence artificielle. À titre d'exemple de l'intelligence artificielle, un exemple de l'intelligence artificielle, vous avez bien sûr entendu de AlphaFold. Il s'agit d'une solution basée sur l'intelligence artificielle développée par DeepMind en vue de prédire ce qui se produit à droite. Regardez les protéines à droite. Il faut que ces protéines aient une structure spécifique pour pouvoir fonctionner. Et les scientifiques ont besoin d'années, 5 à 6 ans, pour pouvoir déchiffrer la structure, mais grâce à AlphaFold, qui est une solution basée sur l'intelligence artificielle, on peut prédire la structure et la précision d'AlphaFold augmente. En 2020, on a atteint 80%. À l'heure actuelle, on a atteint plus que ça. Regardez à droite la structure des protéines analysée par le passé en vert et analysée en bleu par le biais d'AlphaFold, une solution basée sur l'intelligence artificielle. L'AlphaFold est un bon exemple d'une solution basée sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la bioinformatique. Et il y a beaucoup de structures qui sont déchiffrées à l'heure actuelle par le biais d'AlphaFold. Et on peut comprendre le fonctionnement des protéines, l'interaction des protéines et l'interaction des protéines avec les médicaments. Avant, on avait à deviner si ces traitements vont être efficaces ou non. Grâce à AlphaFold, on n'a plus à deviner. Voilà l'intelligence artificielle et la bioinformatique pour la découverte et la réutilisation de médicaments. Ça promeut l'égalité dans les soins de santé grâce à une découverte de médicaments plus rapide et moins cher. Il s'agit d'un coût abordable pour tout le monde. Parfois, les traitements sont vraiment coûteux et les produits pharmaceutiques sont très coûteux. Grâce à la bioinformatique et l'intelligence internationale, les coûts vont de plus en plus baisser et tout le monde aura accès à ces traitements et à ces médicaments. Vous parlez d'un coût moindre. Qu'en est-il de l'accès à ces traitements? Vous dites que les prix sont abordables, mais est-ce qu'ils sont accessibles? Parfois, ils ne sont pas accessibles au niveau local.
mais on peut facilement extraire l'ADN et créer des produits pharmaceutiques, mais qui va analyser ces données? Voilà la question, d'où la nécessité d'avoir des spécialistes en bioinformatique. Voilà pour mon message pour tout le monde aujourd'hui. La bioinformatique est un domaine qui a besoin de beaucoup de spécialistes. C'est un domaine en plein essor et la bioinformatique combine l'informatique à l'intelligence informatique et à la biologie. C'est très important, c'est abordable et c'est accessible. Vous avez abordé un sujet très important. Il n'y a pas beaucoup de diplômés en bioinformatique. Quelles seraient les mesures à prendre par des pays, par des universités pour encourager les étudiants à s'engager dans de tels programmes? Ça dépend des régions, ça dépend des pays. Il y a une prise de conscience des besoins qui se font de plus en plus pressants. Par le passé, il y avait des spécialistes dans le domaine de la bioinformatique, dans le domaine de la chimie, de la physique, des mathématiques. Il y avait eu beaucoup d'intérêt, mais il y a quelque temps, dans les pays de l'Occident, il y a des universités qui encouragent leurs étudiants à choisir la bioinformatique. Dans le monde arabe, à titre d'exemple, ce sujet n'est pas vraiment développé. Dans certains pays, il y a des études de bioinformatique qui sont assurées, mais j'encourage bien sûr les universités à offrir de tels programmes parce qu'il y a un besoin qui se fait de plus en plus pressant, non seulement en termes d'étoiles, mais également en termes de besoins. La bioinformatique et l'intelligence artificielle exploitent les informations disponibles pour offrir des solutions dans le domaine des soins de santé. Bien sûr, il y a des défis. Il y a un progrès d'une part et des défis d'une autre part. Il y a la question de la consolidation et de la sécurisation des données. Vous avez beaucoup de parties prenantes. Vous avez les gouvernements d'une part, les patients d'autre part. Il y a les sociétés pharmaceutiques, les laboratoires de recherche. Toutes ces parties prenantes produisent des données, mais malheureusement, ces données ne sont pas disséminées ou diffusées parce que les parties prenantes ne veulent pas rendre ces données accessibles à tout le monde. Il s'agit de la protection des données et de la confidentialité des données. Si vous parlez de l'ADN d'une personne, dans certains cas, vous pourriez deviner que si cette personne va développer une certaine maladie ou pas. Et il s'agit de la confidentialité des données. Voilà, il y a une intersection avec la protection des données, la confidentialité des données et la protection des données. Il s'agit de questions très importantes à ne pas occulter. Pour cela, j'ai mis également les gouvernements et les laboratoires de recherche à côté des patients et des sociétés pharmaceutiques. Donc, les défis sont présents. Mais comment faire face à ces défis pour profiter de toutes ces données sans porter atteinte à personne? En réponse à votre question concernant les besoins pressants en matière de diplômés et de spécialistes en bioinformatique,
Donc, il ne s'agit pas d'un manque de désir auprès des étudiants, mais également d'un manque de programmes ou d'études de premier cycle offertes par les universités. Il y a beaucoup d'étudiants qui se posent la question, j'aime la médecine, mais j'aime les sciences de base, j'aime les mathématiques, j'aime la biologie, mais la bioinformatique est un domaine multidisciplinaire et qui est un mélange d'approches du domaine de l'informatique et du domaine de la biologie et qui touche également à la chimie, aux mathématiques, aux statistiques et à la physique. Il s'agit d'un domaine pour de l'avenir. Bien sûr, les besoins pour la bioinformatique augmentent de plus en plus. Je vais vous le démontrer dans la dernière diapo pour voir l'avenir de la médecine de précision et de la bioinformatique et vous allez voir la taille des données nécessaires et l'importance de la bioinformatique à cet égard. À l'écran, vous pouvez voir le marché mondial de la bioinformatique en chiffres. Le taux de croissance d'ici l'an 2030, regardez, 2021, 12,3%, en 2030, 46,13%. Donc, le marché mondial de la bioinformatique devrait croître à un taux vraiment vertigineux. À gauche, la part de marché par région. Il y a les États-Unis, suivi par l'Europe, puis par l'Amérique latine, puis par l'Afrique et la Méditerranée, d'où la nécessité de développer des études et des programmes de bioinformatique pour l'intérêt de tout le monde. Dernière diapo, l'étape prochaine. On a dit que la bioinformatique a révolutionné le paysage des soins de santé à travers la médecine de précision, à travers le séquençage du génome humain. On a parlé de l'ADN. Bien sûr, on peut séquencer l'ADN et identifier les différentes différences. Néanmoins, la médecine de précision est basée largement sur ce séquençage du génome humain. L'ADN des molécules va vous donner l'ARN des molécules et puis vous allez savoir les structures des protéines et extraire des complexes protéiques. Voilà pour la médecine de précision de nouvelle génération. Elle combine différents ensembles de données, images, génomes, protéomes pour obtenir des résultats plus précis. Donc, la médecine de précision est une médecine de précision et une médecine exacte. C'est pour ça que je parle d'une médecine de précision de nouvelle génération où l'on peut profiter de l'intelligence artificielle pour analyser des différentes données, des images, des génomes, des protéomes, les cycles de vie pour avoir des prévisions à propos du diagnostic, à propos des maladies. Et comme ça, on pourrait révolutionner les soins de santé à l'avenir. Donc, ça aide au diagnostic, au pronostic, aux prévisions. Et il y a beaucoup d'images également, non seulement des génomes et des protéomes ou des structures. Il y a les CT scans et on peut intégrer ces données dans ces modèles pour pouvoir prédire certaines maladies et leur trouver les meilleurs traitements. Voilà pour l'avenir de la bioinformatique et de la médecine de précision. Je vous remercie encore une fois pour cette opportunité et cette invitation. Merci Pierre. Je suis prêt pour répondre à toutes vos questions. Il y a des questions postées dans le box questions et réponses. Regardez le contact, le portail des NoTalks, les différents produits.
Merci, Pierre. Il y a beaucoup de questions, mais le temps est vraiment limité. Je vais poser une seule question. Beaucoup de questions parlent de l'écart des compétences que vous avez abordées dans votre présentation. Et il y a eu des questions qui vous ont été adressées, mais auxquelles vous avez répondu pendant votre présentation. Quel est le rôle de la bioinformatique dans la prévision des maladies de l'avenir? Il y a des maladies héréditaires et il y a un changement dans le séquençage de l'ADN. Il s'agit de maladies héréditaires, mais dans certains cas, ces modifications dans le séquençage de l'ADN sont prévisibles. L'exemple le plus important est le séquençage de l'ADN qui impacte les seins et qui a conduit au cancer du sein. Si on peut détecter cela dans le séquençage, il y a une grande probabilité que la personne développe un cancer du sein. Vous avez eu courant de l'opération subie par Angelina Jolie ou Sharon Stone pour le cancer du sein. Donc, il y a des études qui peuvent prédire certaines maladies comme le cancer du sein. Mais j'insiste sur le mot « prédire ». Parfois, les personnes ne développent pas cette maladie. Retour à cette diapo. 50 à 60% des patients de cancer ont 60 à 70% de ces mutations, mais 50 à 60% seulement de ces patients réagissent favorablement à ces traitements. Donc, parfois, la probabilité est vraiment haute pour certaines personnes si elles ont ce genre de mutation. Mais avec la médecine de précision, est-ce que ces personnes vont guérir? Bien sûr, mais on a besoin davantage d'évolution. Une très bonne question, Stéphanie. Mon espoir est d'augmenter ce pourcentage pour prévenir les maladies ou offrir des traitements plus efficaces. Si certaines personnes ont 50% de probabilité de développer une certaine maladie, il faut bien sûr travailler pour baisser ce taux de probabilité. Et ici, la médecine de précision a un rôle prépondérant à jouer. Merci. Dernière question. Il y a eu beaucoup de questions de la part de notre public à propos de la COVID-19. Il y a eu une controverse concernant le secteur de santé et son développement. Le problème avec la pandémie est le manque d'expérience pour traiter avec cette pandémie. Bien sûr, c'était différent d'un pays à l'autre. Peut-être la médecine de précision pourrait aider à l'avenir à cet égard. Ça ne va pas passer le lendemain, mais grâce au séquençage de l'ADN, on pourrait savoir si une personne serait plus apte à être infectée par la COVID-19. Mais il faut que les gouvernements, les sociétés privées et les laboratoires de recherche partagent davantage les données pour pouvoir progresser dans ce domaine.
et trouver des solutions à court terme. Je vais vous rappeler que la bioinformatique a joué un rôle prépondérant à l'égard de la pandémie de la COVID-19 et à l'égard de l'Ebola. Merci encore une fois, Pierre. J'ai à l'esprit beaucoup de questions que je vais vous poser après ce débat. J'encourage le public à entrer en contact avec vous ultérieurement. Et peut-être ce débat pourrait se poursuivre sur les médias sociaux avec l'aide de Pierre et d'autres experts. Merci Pierre Coueiri. C'était un débat vraiment très intéressant et informationnel. Demain, les 2 dernières séances à partir de la foire du livre de Francfort à 10 heures sur l'aide au développement et à 3 heures à propos du volontariat. Merci encore une fois et à